Bonsoir à tous, on va parler d'Europe avec notre invité aujourd'hui. Il est le fondateur et le président d'honneur d'un think tank européen qui s'appelle Europa Nova. C'est un spécialiste de la communication. Il a travaillé à l'intérieur des institutions européennes pendant de longues années. Il a ensuite rejoint l'Union européenne de radiodiffusion. Il est aujourd'hui éditorialiste et enseignant. Il publie ces jours-ci un petit recueil en forme d'appel. Ça s'appelle Une fierté européenne, sous-titre « Manifeste pour une civilisation d'avenir ». Rien que ça, c'est ambitieux. On va en parler avec lui. Nous recevons Guillaume Clossat. Bonjour Guillaume Clossat, merci d'être avec nous. Donc d'abord, pour vous situer, vous êtes français, vous partagez entre Paris, Genève et Bruxelles. Vous êtes aussi conseiller en communication aujourd'hui. Européen convaincu depuis toujours, j'imagine ? Européen. Et alors j'étais très touché par les images que je viens de voir parce que mes deux parents sont astrophysiciens. Ah. Et donc c'est le monde dans lequel j'ai été éduqué. Et ce qui est important, c'est que comprendre l'infiniment grand, ça aide aussi à comprendre l'infiniment petit. Et avoir cette vision de l'espace, ça nous permet aussi de nous inscrire nous-mêmes dans une histoire qui est une histoire qui a une antériorité et qui a aussi un avenir. Et c'est un peu cette méthode que j'ai essayé de mettre dans ce livre. Donc la convergence des événements est toujours fructueuse. Voilà, on espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises sur l'observation du ciel. Fierté européenne et manifeste pour une civilisation. Je voudrais d'abord vous interroger là-dessus et m'arrêter sur ces termes-là, notamment le terme de civilisation. C'est bien de ça dont il s'agit, une civilisation ? C'est bien de ça dont il s'agit. Et le terme civilisation est un terme qui a été tabou depuis l'après-guerre et l'après-période coloniale, parce que les Européens qui avaient porté cette civilisation fondée sur le progrès et l'utilisation à l'infini des ressources, et qui se voulait pacificatrice avec une vision mondiale, ont considéré après-guerre qu'ils avaient failli. Ouais. Et que la civilisation européenne avait failli. Et donc on a réinventé quelque chose après-guerre sans oser utiliser le terme. Et finalement, c'est Zelensky, au Parlement européen il y a quelques semaines, début mars, le président ukrainien qui a dit « Mais attendez, vous, Européens, êtes porteurs d'une civilisation nouvelle qui nous permet de nous réinscrire dans un avenir positif, tous collectivement. Et nous, Ukrainiens, nous sommes les gardiens des frontières de cette civilisation. » Ce terme, il fait peur. Vous avez fait référence à la colonisation, on pourrait faire référence aussi au national-socialisme, à tout ce qui a une portée messianique et à la volonté d'exporter. Ça veut dire qu'on a un modèle européen qui doit s'appliquer non seulement à l'Europe, mais dont on peut estimer qu'il doit aussi servir aux autres. Nous devons d'abord être exemplaires, et il s'applique très bien à nous-mêmes. Et au lendemain de la guerre, il y a eu beaucoup de penseurs, beaucoup d'intellectuels, mais des gens aussi des médias, du droit, des sciences, qui ont dit il faut qu'on refonde notre modèle et qu'on réinvente l'avenir et qu'on repense complètement notre civilisation. Mais c'est pour nous-mêmes ou c'est pour les autres, Guillaume ? Mais c'est d'abord pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas vouloir prétendre donner quelque chose aux autres si on ne se l'applique pas à nous-mêmes, et on ne peut plus être dans cette logique qui est un peu celle encore des États-Unis, celle de la Chine très clairement et celle de la Russie encore plus, qui est de vouloir projeter un modèle qui n'est pas applicable dans le reste du monde. Alors, on est dans une période qui a été un petit peu chahutée pour les Européens. On a eu le Brexit, on a eu le Covid-19, on a l'Ukraine, on a le climat en toile de fond. Toutes ces crises, ce que vous écrivez, c'est qu'elles sont plutôt bénéfique et plutôt un révélateur encourageant de la capacité de l'Union européenne à réagir. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que la Russie a eu une grande crise, l'Union soviétique à la fin des années 80, elle s'est effondrée comme un château de cartes. Et depuis que je m'intéresse au sujet européen, ou au moins depuis le début de ce millénaire, on a eu 10 grandes crises et 3 extraordinairement puissantes ces dernières années, et on y a tous survécu. On voit comment aux États-Unis, avec une grande crise, aujourd'hui la société américaine est fragmentée, beaucoup plus que la société européenne. Donc on peut se dire, il y a quelque chose en Europe qui est très puissant, qui nous rassemble, et beaucoup plus que ce que les médias, les intellectuels, nous-mêmes avions pensé. Quand vous parlez d'Europe, c'est l'Union européenne, l'Union des 27 ou c'est plus large ? Ce sont les deux à la fois en fait, parce que l'Union européenne, c'est justement l'incarnation politique de cette civilisation qui est plus large. Et cette civilisation, c'est quoi ? C'est assez simple. Hein. C'est qu'on remplace la guerre intermittente par la paix perpétuelle. On remplace le rapport de force par le rapport de droit. On remplace l'usage des ressources humaines, environnementales à l'infini par une éthique de l'utilisation des ressources et par un rapport à l'environnement, un rapport à l'avenir qui est responsable. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur la gestion des crises, là, dont on parle à l'instant. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans l'improvisation, les institutions européennes se sont révélées ? Elles ont été plutôt à la hauteur ? Vous avez mentionné que j'étais au cœur des institutions, j'étais notamment au cœur de ce qui est devenu le traité de Lisbonne, et ce traité est très souple. Il a permis de s'adapter. Mais
on s'adapte à une crise, à 2 crises, à 3 crises, mais on ne peut pas s'adapter en permanence. Donc il faut des institutions plus démocratiques qui permettent que on puisse anticiper et pas seulement subir et réagir. Ouais. Les opinions publiques aujourd'hui, elles acceptent mieux l'Europe qu'elles ne l'acceptaient dans le passé. Je me rappelle de la crise grecque. Où, par exemple, pour l'opinion publique allemande, c'était quand même très compliqué de se dire qu'on allait aider un pays qui n'était pas exemplaire sur le plan de la rigueur économique. C'était un petit peu la fable de la cigale et de la fourmi. Aujourd'hui, on a moins de difficultés à se dire on va aider les Ukrainiens. Je crois qu'il y a eu un changement avec le Brexit considérable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Européens ont compris que le projet européen, l'Union européenne, pouvait mourir, eh bien, il y a eu un retournement des opinions publiques qui a commencé dans les semaines avant le vote britannique de 2016 et qui a fait que depuis, les opinions publiques européennes, à l'exception de quelques pays, hein, la France, la Grèce, un peu la Finlande, n'ont jamais eu un niveau de fierté européenne aussi élevé depuis au moins les 20 dernières années. Et ça, c'est nouveau. Et alors, ce qu'on constate aussi, quand on regarde les études, c'est que il y a une vraie société européenne, une grande société européenne qui va de Vilnius à Lisbonne, avec des gens qui partagent de plus en plus les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations par rapport à l'avenir, une envie d'un développement durable, d'une démocratie beaucoup plus participative. C'est valable aussi pour les opinions publiques polonaises ou hongroises mais bien sûr pour l'opinion publique polonaise. On n'a pas beaucoup de valeurs en commun avec Viktor Orban. Mais distinguons les dirigeants. Et distinguons un état de la société, regardez l'état politique en France, de ce que pensent fondamentalement les citoyens. Il y a un attachement extraordinairement fort. Rappelez-vous, quand Viktor Orban a voulu faire un référendum sur les migrations et sur l'Europe, il y a quelques années, eh bien, même si il avait une majorité politique, il y a moins de 20% des Hongrois qui se sont déplacés parce qu'ils ne voulaient pas, sur le sujet européen, lui donner raison. Alors, il y a une préface de Jean-Claude Juncker, hein, je le signale. Pour lequel j'ai eu le bonheur de travailler. Oui, pour lequel vous avez travaillé. Je voudrais qu'on s'interroge un petit peu sur la place que vous voyez pour l'Union européenne dans le concert mondial, hein, parce que vous décrivez ça aussi assez bien dans le bouquin. Il y a la Russie qui s'est construit un récit, il y a un récit américain, il y a un récit chinois. Ce qui nous manque à nous, Européens, c'est la notion de récit, hein, ce que vous couplez avec civilisation un petit peu. Ce qui est intéressant à voir, et c'est le travail que j'ai fait aussi depuis une vingtaine d'années, c'est que avec la grande transformation du monde et le rééquilibrage qu'on a vu, en gros, de l'Occident vers l'Asie, il y a une perte globale de repères. Et partout dans le monde, les grandes puissances ont eu besoin de développer un récit puissant, plutôt expansionniste, pour assurer la cohésion de leur population et pour assurer leur influence dans le monde. Les Européens ne l'ont pas fait, alors qu'on a tous les éléments de ce récit. Et ce récit, il faut le bâtir ensemble, et ça ne peut pas se limiter au projet européen franco-allemand et technocratique d'après-guerre. Mais ça veut dire que ce projet, ce récit, cette vision du monde à long terme, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est aussi de la capacité de se projeter, de se dire on a une histoire, mais on a aussi un futur, il va être différent de celui des Américains, on appartient au même monde occidental. Il est profondément différent, parce qu'on a un rapport à la guerre qui est différent, on a un rapport au droit qui est différent. Vous voyez bien que les Américains essaient d'imposer leurs droits partout, alors que nous, on essaie de construire ensemble un droit commun. Et le droit, c'est fondamental dans une dynamique civilisationnelle. Vous écrivez d'ailleurs, un des marqueurs européens, c'est d'avoir renoncé à la peine de mort, par exemple. Alors, ça aussi, c'est fondamental. Et pourquoi on a renoncé à la peine de mort ? Parce qu'on sait que l'État ne peut pas être tout-puissant, parce que la toute-puissance de l'État, ça a amené à la Shoah, ça a amené à 2 guerres mondiales. Mais un autre marqueur européen qui est moins partagé par les Américains, c'est l'égalité homme-femme. Dès les premiers traités, l'égalité homme-femme devient un marqueur. On est la seule unité politique où, parmi les 4 principaux dirigeants, il y a 3 femmes de l'Union européenne, la présidente de la Commission, la présidente du Parlement, la présidente de la Banque centrale. Pour que ce récit existe et pour que le souffle européen qui vous habite soit partagé, il va falloir quand même reconnecter les opinions publiques aux élites, et en particulier aux élites européennes. Il y a quand même parfois de la distance. Comment on peut faire ? Écoutez, il y a eu un exercice pour lequel je me suis battu dès 2016, qui est cette conférence sur l'avenir de l'Europe, avec l'idée qu'en associant des citoyens tirés au sort, eh bien, on développait une vraie citoyenneté européenne. Il y a eu cet exercice qui a réuni 1000 citoyens pendant un an, et tous ceux qui ont participé ont développé une vision commune du projet européen, mais aussi un sentiment d'une éducation civique européenne partagée. Ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'on voit converger, quand on demande aux citoyens de penser non pas dans un silo national, mais de se penser en tant qu'Européens, on voit converger la demande d'une création d'une vraie démocratie européenne. Ouais. Et pourtant, l'Europe, dans nos télévisions, dans nos journaux, ça ne prend pas beaucoup de place. En Belgique, plus qu'en France.
Mais ça prend quand même pas beaucoup de place. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tous les sujets sont infusés de dimension européenne et qu'il faut être capable de mettre en perspective ces sujets. Et tout à l'heure, vous avez montré ce reportage sur cette découverte, mais il faut aussi le réinscrire dans une histoire européenne. Et l'ESA y a participé. Et exactement, l'ESA y a participé. Mais c'est aussi une histoire de la pensée européenne profonde, parce qu'à partir du moment où on a découvert l'infiniment grand, on a eu un rapport à Dieu qui nous a permis de développer la laïcité. Merci Guillaume Clossat, ça s'appelle Fierté européenne et c'est donc aux éditions Télé.